Les éclaireurs du temps, le podcast qui fait danser les chagrins. Le premier épisode des éclaireurs du temps nous emmène aujourd'hui à Concarneau, dans le Finistère. Je suis venu rencontrer une personne que j'apprécie particulièrement, un ami. Cet ami, c'est Pierre Mézières. Pierre a accepté de nous offrir de son temps, de sa présence, pour nous parler de qui il est, de ce qu'il fait et de comment il le fait. Il me semble important et salutaire de promouvoir sa parole, parce qu'elle me semble particulièrement empreinte de simplicité, de sincérité, de vérité et de sagesse. C'est parti. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Pierre, tu as une formation d'ingénieur à la base. Tu es d'origine lyonnaise. Ta famille est relativement normale, entre guillemets, ni bourgeoise ni pauvre. On est aujourd'hui à Concarneau. Comment tu t'es retrouvé à Concarneau ? Grande question. Si je résume très courtement ma vie, j'ai grandi dans les Ardennes avant d'être à Lyon. J'ai fait ma scolarité dans les Ardennes scientifiques. J'aimais bien les sciences. Je suis allé jusqu'à un diplôme d'ingénieur dans le Nord. J'ai toujours aimé bouger, moi. J'avais pas envie de m'installer à un endroit. J'ai fait 10 ans à Lyon. J'ai beaucoup travaillé dans l'industrie, dans l'étude des process industriels, dans l'amélioration de la qualité et de la production. C'est-à-dire comment maximiser la qualité des produits qu'une industrie fabrique, comment avoir le meilleur niveau de qualité au minimum de coûts possible. D'accord. Donc ça, c'était mon job. Et je me suis rendu compte que en fait, les problèmes, ils étaient toujours humains. C'est-à-dire derrière les défis techniques qu'il y avait en vrai de maîtrise des procédés et de réussir à maîtriser des machines et un ensemble de machines pour avoir un niveau de qualité cohérent et pas trop d'exceptions à ce niveau de qualité. Je me suis rendu compte que les vrais problèmes, ils étaient humains. C'était des manques de communication, c'était des espèces de castes entre les managers d'un côté, les ouvriers de l'autre, la direction de l'autre, etc. Et que c'est ça qui mettait le Bronx et qui créait des problèmes techniques qu'on avait du mal à résoudre et de l'inertie à résoudre ces problèmes techniques. D'accord. Et tu as senti que ces problèmes humains, ils étaient pris en compte ? Ou est-ce que ça a contribué au fait que tu abandonnes cette filière ? De mon point de vue, pas du tout assez pris en compte. Ah, d'accord. C'est-à-dire beaucoup de peur des gens, beaucoup de peur de s'ouvrir à l'autre. Pour des gens qui ont fait des études, managers, directeurs, PDG et compagnie, la peur de s'ouvrir à des choses qu'ils connaissent moins, le monde ouvrier. L'inverse est aussi vrai, des ouvriers qui ont peur de s'ouvrir à autre chose aussi. Du coup, des gens qui ne se parlent pas et qui espèrent que tout un collectif humain soit performant au sein d'un même endroit. Donc c'est compliqué. Moi, ça a fini par me fatiguer et m'ennuyer en me disant mais on perd une énergie colossale à ne pas regarder ce qui est l'essentiel et les endroits les plus importants pour atteindre un niveau de performance. Donc je trouvais que les gens ils passaient trop de temps à se couvrir en cas de faute plutôt qu'à vraiment faire le travail qui était nécessaire pour atteindre ce niveau-là. Donc j'avais l'impression d'être quelque part dans de la politique, dans de l'apparence, dans maintenir les apparences plutôt que la réalité du travail fait. Donc ça m'a saoulé. D'accord. C'est pour ça que je suis parti de l'industrie. Ok. Mais la partie performance te convenait. Toi, tu étais quand même dans la recherche de performance. Oui, moi je reste persuadé que
pour avoir... Enfin, déjà, j'aime bien la performance. La performance technique, la performance humaine, repousser ses limites, parce que... Quand tu dis qualité, quand tu t'étais chargé de qualité, c'était ça en fait, c'était la performance, Oui, c'était l'adéquation entre le maximum de ce qu'on peut tirer d'un processus, d'un produit, etc. C'est pour qu'il ça, soit le plus performant. En fait, très factuellement, le but de la qualité, c'est s'assurer que ce qu'on vend à nos clients, c'est conforme à ce qu'on vend. Sur le papier, c'est hyper simple. Dans la réalité, ce qu'on vend, les commerciaux, ils peuvent s'emballer un peu. C'est normal, ça fait partie de leur rôle aussi. Derrière, il faut suivre l'usine et au minimum de coûts possible. Parce que faire une bonne qualité, c'est pas si compliqué. Par contre, faire une bonne qualité à un coût que le client a vraiment envie de payer, ça, c'est compliqué. Trouver cet optimum entre qualité, coût et délai, c'est compliqué. Et, alors, je ne l'ai pas dit, mais tu es aujourd'hui coach, tu acceptes ce nom? Oui. Accompagnant. Est-ce que c'est quelque chose... Alors, disclaimer, j'ai bénéficié de tes accompagnements et il me semble que ça, ce que tu viens d'exposer, ce que tu viens de préciser, c'est aussi la façon dont tu as c'est ton approche aussi aujourd'hui dans l'accompagnement, dans le coaching. Complètement, parce que le fil rouge, c'est que je suis la même personne depuis que je suis né et que mes aspirations profondes ont toujours été les mêmes. Après, la forme et l'application de mes aspirations profondes, elle peut changer. Quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Mais le fil rouge est toujours le même, c'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est performance et être heureux. Parce que performance tout court, je trouve ça un peu débile. Par contre, et on peut dire que être heureux quelque part peut être une performance aussi, entre guillemets, parce que c'est pas forcément évident. Et moi, je reste persuadé, et même je sais au fond de moi, que pour qu'un système soit le plus performant possible et long terme, en vrai, il doit être extrêmement humain. Il doit y avoir une profondeur humaine, il doit y avoir une psychologie fine et profonde, il doit y avoir une compréhension de l'autre, une empathie, une intégration de l'autre, une intégration de la différence. Donc dans la manière que j'ai d'accompagner aujourd'hui, il y a toujours les deux pôles. La performance, parce qu'en vrai c'est marrant, c'est très très marrant de dépasser ses limites, de découvrir des nouveaux territoires. De mon point de vue, on est des êtres de désir, on a naturellement des projets qui nous viennent et qu'on a envie de réaliser. Et en même temps, c'est un apprentissage de mieux se connaître, d'apprendre à être heureux, ce qui est, à mon sens, pas du tout inné. Comment tu expliques cette appétence aujourd'hui, cette recherche de... On appelle ça la recherche de bonheur, hein, pour faire court, hein, et c'est un mot que tu as utilisé aussi, que tu as mis sous le spectre de la performance. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs de lier les deux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est différent de la génération de nos parents? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on recherche un coach, etc. et on essaye de chercher ce fameux bonheur, ce fameux bien-être? Je vais toujours parler de mon point de vue, hein, dans la totalité de l'entretien. Déjà oui, c'est différent, chaque génération est différente parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas fait les mêmes expériences et quelque part dans un continuum étrange d'évolution de l'humanité, je pense qu'on bénéficie aussi des expériences des gens qui nous ont précédés en génération, de nos ancêtres. Donc quelque part ce qu'ils ont vécu, dans le fond, on n'a pas besoin de le vivre. Nous, on est déjà sur autre chose et on continue ce flux d'expériences-là. Donc déjà, de fait, on ne recherche pas la même chose, ni sous les mêmes formes que la génération d'avant. Que la génération d'avant, ce n'est pas les mêmes challenges, ce n'est pas la même période de vie. Donc les générations d'avant, de mon point de vue, il ne faut pas oublier qu'ils ont connu des guerres.
Donc il y a eu la reconstruction, ils avaient très peu de confort matériel, ils avaient très peu de possibilités matérielles, donc quelque part, eux, ça leur a parlé d'explorer beaucoup ça, les 30 Glorieuses, etc., etc. Nous, on est nés là-dedans, direct. Les générations après nous, encore plus. Du coup, on a envie de vivre quelque chose de différent. Pour autant, ça c'est plus formel, pour autant, je considère qu'au fond, on a tous envie d'être heureux en vrai. Tous simplement envie d'être heureux. Je me souviens plus de ta question, ça va m'arriver régulièrement. Mais tu y as répondu, je te demandais comment tu expliquais qu'on était plus enclin aujourd'hui à réclamer le bonheur en fait que qu'auprès des générations précédentes. Donc voilà, tu y as répondu, tu viens de dire que les enjeux n'étaient pas les mêmes, le contexte n'était pas le même, et ça, que les préoccupations, j'allais dire, n'étaient pas les mêmes. Complètement. Donc Si voilà. on est, je fais vraiment une caricature, hein, mais l'avantage des caricatures, c'est que c'est facilement compréhensible. Si on est sous les bombes, on pense pas du développement personnel. On a juste envie de survivre, dormir, manger, prendre soin de ses proches, point. Et dès qu'on commence à être, c'est la pyramide de Maslow, hein, quand les besoins de base ils sont assouvis, on aspire à autre chose. On va rapidement rappeler la pyramide de Maslow, c'est donc les différents étages d'une pyramide qui sont les besoins des plus basiques au moins basiques de l'être humain. Et ça commence effectivement par la survie, manger, dormir, voilà, jusqu'au bien-être qui est au sommet de la pyramide. Exactement. Et du coup, de mon point de vue, on arrive à la fin d'une logique où on est passé par une phase consumériste dans l'humanité, qui a amené plein de choses extrêmement positives, mais nous on voit le jusqu'au boutisme de cette dynamique-là et on voit qu'elle nous rend pas heureux. C'est pas si j'ai 3 aspirateurs, 2 BMW, 2 résidences secondaires, je suis pas forcément plus heureux que si j'ai juste une résidence, que je fais ce que j'aime, etc. Ça, on s'en rend compte de plus en plus. Donc on est confronté à une situation que nos ancêtres à laquelle nos ancêtres n'étaient pas confrontés. Donc on peut leur en vouloir, mais quelque part c'est un non-sens. Et on se recentre de plus en plus sur l'essentiel, le fondamental pour être heureux. Question à laquelle, à mon sens, on ne s'est pas du tout intéressé au niveau collectif. Ni dans l'éducation de nos parents qui nous ont donné, ni dans l'éducation à l'école, ni dans les entreprises dans lesquelles on a travaillé à la sortie de l'école ou les boîtes qu'on a montées. À quel moment on se pose et qu'on se dit, tiens, c'est quoi en vrai être heureux? C'est quoi les ingrédients pour être heureux? Et c'est quoi moi? Comment moi je deviens heureux, sachant que je mets pas les mêmes ingrédients et c'est pas la même recette de cuisine que les autres personnes. Tes clients, c'est des gens plutôt jeunes, plutôt c'est très varié. Je dirais entre 30 et 60 ans. Profil très divers, ce qui va me ressembler moi. Pour le moment, une majorité de femmes. J'ai de plus en plus d'hommes, je pense que c'est lié à mon parcours aussi. Parce que je suis sur de la psychologie et je constate que statistiquement les hommes ils vont être plus tournés sur de l'entrepreneuriat pur et dur. Comme moi je vais plus avoir la partie psycho d'abord et l'entrepreneuriat comme une application mais pas un but en soi. J'ai des gens qui vont être plus attirés par cette sensibilité là, ouais. Oui, à titre personnel, j'ajouterais que effectivement, il me semble que on ne peut aboutir à un résultat satisfaisant en entrepreneuriat que si personnellement on est aligné et on est au clair. Donc c'est vrai que moi c'est un écueil que je me suis mis au début où je me suis un peu intéressé au développement personnel, c'est que j'ai voulu être dans la performance au sens compétition en me disant que je devais développer mes compétences et mes aptitudes professionnelles. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il fallait d'abord s'occuper du perso pour qu'ensuite ça rejaillisse sur le pro. Voilà. Donc je pense que c'est un témoignage personnel qui peut parler à pas mal de gens.
Donc comment tu es passé d'ingénieur à coach? Il y a eu une étape intermédiaire, je crois. Oui, c'est déjà la fin de l'industrie pour moi, c'est deux prises de conscience personnelles, hein. C'est je trouvais que les gens avaient beaucoup trop d'ego dans le milieu industriel, à pas être assez capables de reconnaître leurs peurs, leurs erreurs, leurs limites. C'est très facile de se défausser sur le collègue ou sur le service d'en face. Donc moi ça, au bout d'un moment, j'ai autre chose à faire et mon énergie à mettre dans quelque chose où il y a moins de gaspillage d'énergie justement. Et la deuxième chose, c'est toute l'inventivité, la créativité humaine, de voir dans quoi c'est appliqué. Donc je vais prendre une citation, il me semble que c'est Rabelais, qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Moi, quand je vois une intelligence complètement dingue humaine mise au service des tracteurs immenses pour faire des rampes dingues de pesticides pour les USA et l'Australie, c'est une des dernières images que j'ai eues dans l'industrie. Je me suis dit, moi, je veux pas bosser pour ça. Je veux pas mettre mon cœur et mon cerveau au service d'un truc qui est complètement débile de mon point de vue. Au lieu de mieux comprendre le vivant, de mieux comprendre la vie d'un sol et d'accompagner la nature pour qu'elle bosse pour nous, moi je vois des trucs débiles comme on met un maximum d'énergie, on s'en fout des rendements, on s'en fout de la gaspiller, et à court terme on a un meilleur rendement, à long terme c'est ridicule. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait quitter l'industrie. J'ai vu que les connaissances, l'intelligence scientifique, elle n'est pas forcément mise au bon endroit. Genre on fait des recherches, les ingénieurs ils planchent sur des trucs qui rendent pas forcément heureux. Donc moi je vois pas trop l'intérêt. La technique pour la technique. Ouais, et donc tu as cherché donc déjà, j'ai fait une direction scientifique qui a du sens alors. Déjà j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression, je suis parti de l'industrie, je comprenais pas pourquoi j'étais aussi malheureux, pourquoi tous les mois je pleurais avec ma copine de l'époque, elle me ramassait la petite cuillère. Et j'ai voulu prendre du recul, chose que j'avais jamais faite avant. Donc moi, depuis la sortie de mes études, j'ai travaillé comme un fou, entre 70 et 100 heures par semaine en moyenne, en espérant gravir les échelons, gagner de l'argent, acheter ma maison, etc. Et là, j'ai vu que ça me rendait pas heureux du tout en accéléré. Donc j'ai voulu prendre du recul, chose que j'avais jamais faite. J'ai jamais eu d'arrêt de travail, mes vacances, je les prenais à contre-cœur, bref. Et là, je me suis dit, ok, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je fous sur Terre, ça va pas, j'ai besoin de prendre le large et de trouver une réponse à ces questions-là. Et j'ai été confronté, par exemple, je faisais beaucoup de recherches et je lisais beaucoup de publications scientifiques. J'ai été confronté à un mur, à une limite, par exemple sur la nutrition. Donc ça va être un exemple imagé assez simple. Je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas passer 20 ans d'études à étudier la carotte, en gros, pour savoir si elle est complètement digeste pour l'être humain ou s'il y a certains éléments qui au final sont pas dingues niveau digestion et qu'on pourrait améliorer, parce que sinon on n'a pas fini et on sait pas quoi manger. On passe 20 ans sur la carotte, 20 ans sur la betterave, 20 ans sur l'oignon, après 20 ans sur un mode de cuisson particulier, mais là, moi, maintenant, qu'est-ce que je mange qui est bon pour mon corps? Comment je fais pour trouver l'info? Et je me suis pris un mur de vie en me disant, c'est pas possible. L'approche scientifique, rationnelle, déductible par hypothèse, empirisme, validation de l'hypothèse, c'est trop lent. Il doit y avoir autre chose, une espèce d'autre technologie qui nous permet de s'orienter dans notre vie et de faire des choix, donc largement au-delà de la nutrition, sans passer par une étude scientifique qui prend des plombes, qui est géniale, hein. Je ne suis pas du tout en train de critiquer les études scientifiques. Ouais, tu peux donner un exemple J'ai épluché énormément de bouquins de nutrition, j'ai testé énormément de choses. Et tu as découvert quoi? Que ça soit alimentation omnivore, végétarien, végétalien, crudivore, frugivore, j'ai essayé plein de trucs, j'ai jeûné.
Et au final, je me disais, mais qu'est-ce qui est le meilleur pour mon corps ? Ah oui, c'est ça. Et je ne peux pas trouver la réponse dans les bouquins, c'est pas vrai. C'est trop limité, c'est trop partiel. Et du coup, ce problème, moi, m'a rendu dingue. Ça m'a rendu dingue. Je me suis dit, merde, comment j'ai fonctionné jusque-là dans ma vie, très très scientifique et carré, très logique, ça me permet pas de trouver l'élément de réponse que je cherche. Et à cette époque de ma vie, j'ai basculé sur quelque chose de beaucoup plus irrationnel, qui me faisait très très peur avant, de beaucoup plus irrationnel voulant dire c'est réel, mais on ne sait pas le rationaliser. Irrationnel, ça veut pas dire c'est n'importe quoi, c'est aléatoire, c'est pas logique. Ça veut dire notre tête, elle sait pas encore récupérer la chose pour le cadrer, pour l'instant. Et donc je suis passé sur quelque chose de beaucoup plus instinctif, intuitionnel, ressenti. Je suis même passé d'un extrême à l'autre, moi, parce que l'expérience m'a éclaté. Donc je me suis mis à vivre ma vie en me disant, j'en ai rien à cirer que ça soit rationnel, je vais faire que ce que je sens, quand je le sens, sans chercher à comprendre. Ok. Donc tu es passé par l'expérience. Oui. Et tu en as tiré des principes que tu pouvais en fait transmettre, c'est ça ? En fait, tu as partagé tes expériences avec des gens qui souhaitaient, qui ressentaient le même désarroi que toi vis-à-vis de la nutrition, par exemple. Oui, c'est ça. Et au départ, c'était sur la nutrition. Ça a duré très peu longtemps. Je me rappelle avoir fait une conférence à Bali où j'étais en vacances. Pareil, j'ai ressenti au fond de moi. Donc ça peut paraître très bizarre ce que je vais dire. Et je le comprends très bien puisqu'à la base, je suis extrêmement cartésien. J'ai ressenti un truc au fond de moi qui disait « Tiens, va en Asie, mon gars ». L'Asie, de base, ça m'attire pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et cet effort, une espèce d'appel intérieur, rien que le mot appel intérieur, moi on me dit ça à l'époque, tu me perds, je suis plus là. Je me dis, oula, c'est quoi cette secte ? Oui, on reparlera tout à l'heure du développement personnel, de la spiritualité. Et bon, bref, donc je me souviens avoir fait une conférence à Bali, je commence sur la nutrition et en fait, au bout de 20 minutes, la conférence devient une ode à finalement se faire confiance, écouter cette espèce de choses bizarres sur laquelle on met les mots qu'on veut. On a une sagesse innée à l'intérieur de nous sur laquelle on peut faire confiance, qui n'est pas absolue et qui sera jamais absolue, mais il y a des choses qu'on sait et qu'on sent. Quand on les écoute pas, ces choses-là, on galère. Donc ça se trouve en nutrition, ça se trouve surtout pour trouver sa place dans la vie, quel projet j'ai envie de réaliser, quel désir j'ai, etc. Ok, donc tu es allé vers l'intuition, le ressenti, l'expérience. Et donc je crois qu'à un moment donné, tu as proposé de la naturopathie. Oui, complètement. Tu peux expliquer un peu ce que c'est la naturopathie ? Oui, la naturopathie, c'est l'art de l'hygiène de vie, ni plus ni moins. Ah d'accord. C'est-à-dire c'est simple. Comment traiter certains problèmes qu'on rencontre dans notre vie par une meilleure hygiène de vie selon 3 piliers, alimentation, psychologie et mouvement, exercice physique. Point. Ça c'est ce qu'on appelle l'hygiénisme. Il y a eu plein de dérives, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est idéal ni génial. La naturopathie, elle a pris ces 3 piliers d'hygiénisme et elle a ajouté certaines techniques comme l'exposition au soleil, la balnéo, l'utilisation de l'eau, etc. Voilà. C'est ça les bases. Donc c'est quelque chose de très simple, de très pragmatique, très controversé aujourd'hui, ce que je comprends très bien, puisque les bases ne sont pas scientifiques. Et donc, cette pratique, en fait, si je comprends bien, elle t'a amené à un certain nombre de frustrations. Il devait certainement te manquer
beaucoup de choses pour être satisfait de ce que tu apportais comme solution, comme bien-être, etc. Et donc aujourd'hui, tu proposes carrément de l'accompagnement global de vie Oui. À tes clients. Et ce que je peux dire moi, pour avoir pratiqué le Pierre Mézières, c'est qu'effectivement on retrouve cet enracinement dans la réalité, dans ces choses qui sont qu'on peut qualifier de scientifiques au départ, qui sont irréfutables, et toute cette partie expérimentation. C'est-à-dire que tes accompagnements, à la limite, tu les fais en même temps que tes clients. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, de cette façon dont tu le vis et dont tu envisages, considères l'accompagnement? Oui, bien sûr. D'abord, une première chose que je précise, parce que j'aime bien la précision, et ça se retrouve dans mes accompagnements. Pour moi, la précision, ça permet... Je dirais même que tu es un spécialiste de haute précision. C'est que ce que je fais n'est pas scientifique. Mais alors pas du tout scientifique, par définition, structurellement. La psychologie, c'est considéré comme une science molle, c'est régulièrement sujet à débat, parce qu'on a du mal à prouver les mécanismes qui sont observables. C'est ni de la science, ni de la pseudo-science. C'est-à-dire, je ne cherche pas à ce que ça ait l'apparence de la science. Non, c'est pas scientifique. C'est de la profondeur humaine, c'est de la psycho. Pour autant, ce que j'amène dans mon approche, c'est pas parce que ça n'est pas scientifique qu'on ne peut pas être extrêmement précis, extrêmement logique. Je n'aime pas l'imprécision. Pour moi, ça rend pas service pour être heureux. Donc, je suis pas scientifique dans ma démarche, mais j'ai des choses qui sont connexes à ce que peuvent utiliser les scientifiques. Logique, précision, voilà. Tout à fait. Et ce qui apporte une espèce de vérité, un thème qui est un peu bateau, mais qui m'est assez cher aussi, dans le sens réalité, quoi. Ça repose pas sur du vent. En fait, je dirais que tout ce que tu apportes, c'est testé et approuvé, quoi. Oui, ça c'est sûr. Sinon, effectivement, voilà. ouais. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais c'est peut-être l'occasion de parler un peu du côté humain de Pierre Mézières, maintenant qu'on a parlé un petit peu du côté entrepreneur, du côté coach. Tu es devenu un spécialiste des peurs, de la peur, des peurs. Oui. Par ce processus-là. Ouais, complètement. C'est que, donc, autoproclamé, hein. Enfin, ou tu me proclames, ça me va bien aussi. Mais je le proclame. Voilà. Je peux dire, on va dire que je suis jugé parti, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai bénéficié de tes accompagnements. Mais je peux dire, par expérience, j'en ai vécu d'autres. Ce processus, justement, que tu viens de décrire, et c'est le sujet des peurs, celui qui m'a le plus débloqué dans le travail qu'on a fait ensemble. Donc je le dis en étant d'autant plus à l'aise que tu es effectivement un spécialiste des peurs, des limites. Donc mon credo, l'essentiel pour moi, c'est je m'intéresse à ce qui rend heureux. Donc évidemment, c'est différent pour tout le monde et évidemment, ça existe. Donc déjà, la première réalité, c'est que ça existe vraiment. Si on n'y croit pas, si on ne pense pas que c'est possible, si on n'a jamais vu des gens qui avaient l'air plus épanouis que nous, si on n'est pas bien, on peut finir par croire que la vie, c'est souffrir, galérer, être restreint. Donc moi, si ça n'est pas pour rendre heureux, globalement dans mon approche, je m'en fous éperdument. Tu veux être entrepreneur, tu veux gagner 1 million, tu veux fonder une famille, tu veux construire ta maison, tu veux voyager autour du monde. Si ces choses-là, ça ne te rend pas toi heureux, j'en ai rien à cirer. Ça m'intéresse pas. Je le balaye d'un revers de main. Donc ça c'est central dans mon approche. Donc rien n'est une fin en soi. Être entrepreneur, on s'en fout. Sauf si ça te rend heureux. Gagner de l'argent, on s'en fout. Sauf si ça te rend heureux. Bref. Et pourquoi je me suis intéressé aux peurs ? Là, ça peut être intéressant de dire que, voilà, en général, on va voir souvent, on va voir un coach en disant, il va m'apporter une solution, il va me débloquer, etc. Mais on voit bien là, au travers de ce que tu dis, que
Ça n'est pas ce que le coach sait ou apprend ou apporte qui est important, c'est ce que vient chercher la personne. Voilà, donc je pense que c'est important de le dire. Tu dis voilà, l'argent, le pouvoir, etc., on s'en cogne, sauf si c'est ça qui te rend heureux. Et là, on peut travailler ensemble. Voilà. Complètement. Et donc c'est pas le sujet, hein, mais Non. plein des désirs qu'on a sont rarement les choses qui nous rendent vraiment heureux. Donc moi, un de mes jobs, c'est de pointer ce que je vais appeler des vrais désirs, c'est-à-dire des désirs qui nous rendent heureux, de faux désirs, c'est-à-dire quelque chose de beau, de sain, qu'on a envie de réaliser, mais qu'on détourne dans un endroit où en fait ça ne nous va pas, ou d'une manière où en fait ça ne nous va pas. Ouais, t'as un petit exemple Par exemple, l'argent. Hein. Je vais dire, globalement, tout le monde veut gagner de l'argent. Par contre, personne ne sait vraiment pourquoi il veut gagner de l'argent. Si je pose la question, les gens, la plupart des gens vont avoir une réaction automatique. Limite, ils vont me prendre pour un con sur la réponse en mode pourquoi tu poses la question, abruti. Évidemment, gagner de l'argent, parce que comme ça, je serais plus heureux. Ah bon, pourquoi ? J'aurai une plus grande maison, je paierai enfin des études à mes enfants, etc. Ok, allons jusqu'au bout de la logique. Et une fois que tu as tout ça, tu te sens comment ? Très difficile de se projeter là-dedans. Hein. Ouais. Mais à la fin, tu découvres que ça participe au bonheur. Hein. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas important, ça l'est. Mais c'est pas plus tu gagnes d'argent, plus tu es heureux. Si un jour le revenu de base inconditionnel dans tous les pays du monde existe, et imaginons que collectivement on se verse 2500 € par mois de manière inconditionnelle sans travailler, et après tu fais ce que tu veux derrière, entre 2500 et 10 000 ou 100 000 € par mois, est-ce que ça te rend vraiment plus heureux ? À quel point ça te rend vraiment plus heureux ? Je vais faire une caricature, mais peut-être tu vas être 2% plus heureux en gagnant 100 000 que 2500. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, mais moi, il faut que je gagne plus parce que je veux pouvoir offrir telle et telle chose à mes enfants, par exemple. Voilà. Et après, la question, c'est est-ce que c'est ça le bonheur ? C'est exactement. Et c'est difficile, c'est une aventure et ça demande une vraie introspection, de réaliser qu'en vrai, c'est pas les moyens qui nous manquent pour être heureux. Et là, je vais le dire collectivement, dans notre société humaine, dans tous les pays du monde, on n'a jamais été aussi avancé. On n'a jamais eu autant de ressources, on n'a jamais eu autant d'énergie, on n'a jamais eu autant d'argent. Pourtant, est-ce que nous, notre génération, on est plus heureux que la génération d'avant ? De mon point de vue, non. Est-ce qu'on est plus heureux que 2 générations d'avant, que 3 générations avant ? Mais non. Et on se fait croire, c'est une espèce de chimère, on se fait croire que dans ces mouvements-là, je vais gagner plus d'argent, mais je pourrais faire plus de trucs, ça me rendra heureux. On ne voit pas les vrais sujets en nous qui nous rendent vraiment heureux. Et il n'y a pas d'éducation collective non plus à ça. Pourquoi aussi ? Parce qu'il y a des intérêts financiers, sans que ça soit, c'est pas un complot ou quoi que ce soit, c'est très compréhensible. Il y a des intérêts financiers, le but d'industriel, c'est vendre. C'est tout. Et c'est le contrat de départ. Ouais. Donc c'est une espèce de roue sans fin avec de l'inertie. On n'éduque pas les gens à ce qui rend vraiment heureux. Ça alimente un système qu'on a créé, qu'on a cru, qui nous rendait heureux, mais qui est devenu très limité. Bref. Ok, donc toi, tu as une compétence, on va dire, qui est d'aider à voir effectivement à quoi tient notre bonheur. Oui. Ce que nous recherchons chacun au fond de nous. Oui. Ouais, parce que je vais dire ma personnalité, ma sensibilité sont comme ça. J'ai toujours été d'abord plus intéressé par le fond des choses que par la forme. Je dis ça sans discrimination, parce que la forme, c'est aussi beau et aussi plein d'amour et aussi génial que le fond. Les deux vont ensemble. Moi, ma porte d'entrée, ce que j'ai préféré explorer d'abord dans ma vie, c'est plutôt le fond. Doublé du fait que j'avais un mal-être énorme. Donc j'ai dû trouver des solutions pour pas me foutre en l'air, concrètement. Carrément. Ouais. Et donc moi, c'est dépression profonde et lancinante, quoi. Hein. Sur les années, une espèce de tristesse de vivre. Je me demandais ce que je fichais sur Terre.
Ouais, pas envie de vivre, un truc entre guillemets, qui a envie de retourner à la maison, sans trop savoir ce que c'est la maison, mais c'est un truc qui me parlait. Et donc j'ai dû trouver, moi, quels sont les fondamentaux qui me rendent heureux, mieux comprendre les gens, mieux comprendre la société dans laquelle je vis. Pourquoi est-ce que des gens se comportent d'une manière que, il y a longtemps, je trouvais débile. Maintenant, je comprends beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de compassion, je trouve ça beau aussi, ça m'apprend plein de choses. Et c'est du coup le fond et la forme, c'est hyper complémentaire. Ouais, évidemment. Moi, j'ai une appréhension des choses qui fait que je vais au fond à partir de la forme. C'est-à-dire la forme m'informe de certaines choses et ça me permet d'aller au fond. Et je dois dire que j'ai pas mal galéré parce que le message qui m'était renvoyé en développement personnel au départ, c'était la forme n'est pas importante. La forme n'est que la forme. Voilà. Donc, encore un petit témoignage personnel que je peux apporter, c'est que la forme, si elle nous parle, eh bien, il ne faut pas la rejeter. Et la forme, en soi, elle dit quelque chose du fond. Voilà. Donc tu viens de nous partager des choses assez profondes et importantes. Tu as dit dans une de tes publications que tu avais un doctorat S-souffrance. Ouais, je suis passé en post-doc, visiblement. Tu peux nous résumer ta thèse ? Oui. Et je fais un lien en deux phrases parce que tu avais parlé des peurs tout à l'heure. Oui. C'est dire, si je me suis intéressé à la peur, c'est parce que, donc moi ce qui m'intéresse c'est le bonheur. Le vrai, pas l'idée du bonheur, pas un truc bisounours, pas un truc je sais pas quoi. Non, le vrai bonheur, le truc, on est heureux de vivre, on est heureux d'être avec les autres, on est heureux d'être sur Terre, on trouve que la vie c'est merveilleux, incroyable, dingue, mais c'est pas, comment dire, c'est pas un mantra qu'on se répète dans notre tête. Un enfant, il se lève, il est émerveillé, il est content de démarrer une nouvelle journée, il n'y a rien de mental là-dedans. Ouais. Donc je parle de ce genre de choses. Moi qui suis en face de toi, je le ressens, ça vibre jusqu'ici. Voilà, donc c'est vraiment du vécu. Et je me suis rendu compte que ce qui bouche, sans le voir, hein, parce que les peurs, ça se cache et ça se déguise, ce qui bouche beaucoup notre bonheur, c'est justement ce que moi j'appelle nos peurs, qui est plus large que l'émotion de peur, mais qui va être les recroquevillements qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, etc. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ça, parce que c'est un peu les épines dans le pied à ce qui naturellement fait qu'on trouve que la vie c'est complètement incroyable. Mmh. On discutait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Tu serais d'accord pour dire que ce que tu appelles peur, ça peut être aussi ce qu'on appelle ego dans certains cercles de développement personnel ? Oui, c'est ça. Donc pour moi, donc faut bien mettre un nom sur ce phénomène. Il y a le phénomène comme il existe, puis il y a les mots pour le pointer. Il peut y en avoir plein. Dans différents domaines, on utilise d'autres mots. Donc ça peut être peur, ça peut être état de protection du système nerveux, protection, carapace, ego, élan de séparation dans des milieux spirituels. Tout ça, ça pointe un seul et même phénomène en fait, qu'on va retrouver au niveau organique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau entre guillemets énergétique, c'est-à-dire des choses qu'on sent mais qui sont difficilement palpables et pas scientifiques. Ok. Donc ces peurs génèrent souvent de la souffrance. Je pense que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons tous vécu notre dose de souffrance. D'ailleurs, ça peut être une des motivations, le refus de cette souffrance pour aller vers le bonheur. Tu penses que c'est une motivation légitime
Vu que c'est la mienne au départ, j'ai envie de dire oui. Je la partage. Donc quand je dis que j'ai un doctorat S-souffrance, j'avais tellement de mal-être à l'intérieur de moi, je comprenais tellement pas d'où ça venait, s'il y a à comprendre d'où ça vient, mais surtout comment je sors de ce truc, c'est quoi exactement et comment j'en sors. Ça m'a obsédé, d'une part par curiosité et en parallèle par nécessité. Parce que si je faisais pas ça, moi je mettais fin à mes jours, je pèse mes mots. Et donc j'ai dû mieux comprendre qu'est-ce que c'est exactement la souffrance et comment on fabrique la souffrance. Donc c'est un état de mal-être qu'on ne comprend pas, si je comprends bien. Grosso modo. Pour moi, alors on peut la comprendre, hein, c'est un état de mal-être pur et dur. D'accord. C'est une forme de douleur qui n'est pas forcément une douleur physique. Je sais que c'est parfois un petit peu difficile à comprendre, mais quand on parle comme ça dans les domaines du développement personnel, etc., quand on dit les choses, elles ne sont pas forcément marquées positivement, négativement, bien, mal, etc. Donc, les termes qu'on emploie, les mots qu'on utilise, etc., les concepts ne sont pas forcément polarisés en bien et en mal. Donc la souffrance, moi c'est ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est que elle peut être handicapante, elle peut empêcher d'avancer, ou alors elle peut permettre d'avancer. Quand je décide de prendre soin de mon corps et que je fais du sport, par exemple, je vais passer par des étapes de souffrance. Je vais avoir mal aux muscles, etc. Et c'est de la bonne souffrance, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est un petit peu le distinguo que je voulais apporter pour qu'on ne se laisse pas embarquer dans le pathos. Voilà. Donc, ceci dit, je te laisse reprendre la parole sur la souffrance et donc de ce que tu peux avoir déterminé comme qu'est-ce que c'est que la souffrance. Et de mon point de vue, hein, encore une fois, la plupart des gens sont persuadés que s'ils ne sont pas heureux, c'est parce qu'ils manquent d'argent, c'est parce qu'ils n'habitent pas dans la bonne ville, c'est parce qu'ils ne sont pas nés dans la bonne famille, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le bon pays, c'est parce que le gouvernement il fait des lois qui ne les arrangent pas sur tel ou tel point, etc. Ce que je comprends très bien. Hein. La réalité, c'est que ce qui ne les rend pas heureux, c'est quelque chose qui les fait souffrir au fond d'eux. Ça, c'est un peu plus intime, c'est un peu plus caché. Si on a une baguette magique et qu'on arrive à lever cette souffrance-là, les gens découvriraient un truc assez dingue qui est « Wow, hey, là maintenant, je me sens bien, sans raison, la vie c'est cool !» Et je la vois d'une manière vraiment différente. Donc, de mon point de vue, dès qu'il y a un endroit où on est ronchon, où on n'est pas bien, où on se fait chier, où on aimerait que ça soit différent, etc., il y a une souffrance qui est planquée quelque part. Tant qu'on reste sur quelque chose de plus extérieur, comme je disais les sujets avant, malheureusement, on n'arrive pas au cœur de la chose et on risque pas de la dégager. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet-là. Donc une souffrance est révélatrice d'une peur, si je comprends bien. C'est ça que tu veux dire donc peur, je pourrais utiliser un autre mot, c'est quelque chose qui se contracte en nous. Ouais, d'accord. Je pourrais dire que quand on regarde les enfants, naturellement, ils sont vachement ouverts sur le monde. Je ne suis pas en train de faire une caricature ni une idéalisation des enfants, mais globalement, même quand on sent leur énergie, c'est très ouvert, c'est poreux, c'est curieux, Et nous, il y a plein d'endroits où finalement, ça se pince, c'est pincé. Et en fait, en vrai, quand c'est pincé en nous, ça fait mal, et ça ne nous fait pas vivre une expérience de vie qui fait plaisir. Donc de mon point de vue, c'est aller voir qu'est-ce qui est pincé et à quoi ça sert entre guillemets et si je peux libérer ce truc-là.
Maintenant qu'on a un peu parlé des grands principes, des choses fondamentales, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon, enfin, de ton approche de ça, grosso modo, voilà, comment on dépasse une peur, comment on se libère d'une peur, comment on se libère de la souffrance, comment on va vers le bonheur. Est-ce qu'un jour on atteint le bonheur? Ça, je ne sais pas, mais voilà, je veux dire, ton modus operandi à toi, on a parlé tout à l'heure en disant que tu faisais de la haute précision. Moi, je sais également que tu es un as de l'organisation. Est-ce que justement, ça, ce sont des choses importantes pour avancer sur un chemin personnel? Ce qui est donc dans les ingrédients pour être heureux, et ce qui est très difficile, c'est voir le fond de nos sujets. Je m'explique. Si je parle des peurs, ça paraît simple comme sujet. Pourtant, en vrai, c'est hyper dur de voir ces peurs. Elles sont planquées. Par exemple, quelqu'un qui se plaint de la météo. Oh non, il y en a beaucoup en ce moment. On est en Bretagne, il pleut. On est en été et il y a plein de gens qui sont là. Ah non, il pleut, fait chier, c'est pas un été, etc. Ça peut paraître anodin comme comportement, mais en vrai, qu'est-ce que ça révèle? Une réaction de il y a de la pluie qui tombe du ciel, ça mouille. Qu'est-ce que ça révèle? Parce que la personne se met pas bien, hein. Quand elle râle comme ça, en vrai, elle se fait pas vivre une expérience inoubliable. Si elle était sur son lit de mort 1 heure après, elle va pas se dire « Oh, génial, il y a 1 heure, j'ai râlé, je me suis dit « Ah, fait chier, il pleut, j'en ai marre, la Bretagne. » Elle va pas se souvenir de ça dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne, alors qu'il y a de la pluie qui tombe d'un nuage, elle se met dans un état qui ne la rend pas heureuse? Souvent sans voir que c'est un état qui la rend pas heureuse. Ça cache quelque chose de plus profond. C'est toujours des phénomènes qui sont plus profonds. En quoi la précision et l'organisation c'est utile? Exemple concret, mon papa est un constructeur de maisons de génie. Il sait tout faire, tous les corps de métier. Il est très intelligent, plus il est très manuel. Et tout le monde lui fait remarquer que ce qu'il fait c'est exceptionnel. Sur les maisons, ça doit être la 8e maison qu'il construit de ses mains à partir d'un terrain vague ou d'une ruine avec 4 murs. Quand il sait pas faire quelque chose, il l'apprend et il va au fond des choses. Donc bref. Mon papa, si je l'interroge sur sa motivation pour avoir construit les maisons, il va me dire « Bah mon fils, j'avais pas le choix. Moi j'étais dans la merde, j'avais pas d'argent. Si je voulais être propriétaire, il fallait que je fasse ça. » Ce qui est vrai. Mais en vrai, si on zoome, c'était les deux en même temps. C'est-à-dire, c'est comme un fil de laine pour tricoter un pull ou autre, et on se rend compte que ce fil, il est fait de 2 fils en même temps. On pensait que c'était un seul brin, c'est déjà 2 brins qui sont entortillés. Les 2 brins, c'est, oui, une partie de mes élans, c'était la force des choses et la nécessité des choses. Très bien. Et en même temps, je demandais à mon père, papa, si t'étais né milliardaire, qu'est-ce que t'aurais aimé faire? Il me dit, je sais pas. Je sais très bien qu'il sait ce qu'il aurait voulu faire au fond de lui. Donc là, on retombe sur l'intuition, le ressenti, etc. Un truc irrationnel qui s'explique pas, mais qui est réel et qui est là, à l'intérieur de nous. Mais s'il avait été milliardaire, mais il aurait voulu construire des maisons aussi. Il aurait certainement fait différemment, la forme aurait été différente, mais le fond, c'est exactement le même. L'élan de motivation, c'est exactement le même, indépendamment des conditions extérieures, des obstacles, des peurs, etc. Donc, de voir ça, mais qu'est-ce que ça change la vie? Qu'est-ce qu'on voit la vie différemment? Qu'est-ce qu'elle est plus douce? Qu'est-ce qu'elle est plus fluide, etc. Alors que si on se dit, bah j'ai construit des maisons parce que j'avais pas le choix, du coup je sais pas forcément trop ce que je veux faire, et nanana, on peut vite se raconter une histoire comme quoi on s'est construit dans l'adversité, que de toute façon j'ai fait ça parce que je pouvais rien faire d'autre. Alors qu'en vrai, si tu pouvais faire d'autres choses, tu les aurais peut-être pas faites parce que tes préférences naturelles, ce que tu préférais expérimenter dans ta vie, de toute façon c'est ce que tu as fait au fond de toi. Donc zoomer là-dessus et voir au niveau précision qu'il y a quelque chose qui nous anime au fond de nous, quelque part qu'on fait tout le temps, et que
On n'est pas seulement dans la réaction aux problèmes, aux difficultés, aux limitations et tout. C'est vraiment un retournement de perception de vie. Donc ça, je le constate chez tous mes clients. Il y a plein de problèmes qui sont générés par le fait que notre réelle motivation profonde, elle est polluée par nos peurs, notre interprétation de la réalité. D'accord, donc ces choses très, très, très concrètes que tu viens de nous partager, et merci encore de nous avoir partagé ça. La façon dont tu nous l'as expliqué montre bien comment ça repose sur du concret, comme je disais au début, sur des choses vraies, réelles, comment la peur en fait s'accroche, se déguise et nous amène à nous mentir à nous-mêmes finalement. Est-ce que tu ne penses pas que on va élargir un petit peu au-delà de ta propre vision? Est-ce que tu ne penses pas que c'est justement une espèce de facilité aussi, justement, cette capacité de la peur à se déguiser? Est-ce que ce n'est pas une facilité qui est utilisée par beaucoup de gens dans le développement personnel qui jouent avec ça pour finalement faire que les gens continuent à se mentir? Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est pas clair? Non, je vois bien ce que tu veux dire. Et d'où l'intérêt. Ce que je veux marquer par là, c'est la différence avec toi, où justement, comme tu vas à la base des choses, tu restes pas en surface, tu restes pas sur la forme. Ben voilà, en fait, c'est ça qui fait bouger. Qu'est-ce que tu dirais qui est important à quelqu'un qui voudrait aller vers l'accompagnement ou qui voudrait devenir coach, parce que je pense qu'il y en a parmi les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu leur dirais qui est important justement pour aider le plus leurs clients? De mon point de vue, le facteur le plus crucial, et il va largement au-delà du développement personnel, il est valable dans l'enseignement de n'importe quelle discipline. La pédagogie, c'est important pour toi? Ouais, et le facteur le plus limitant à mon sens, c'est qu'il y a énormément de brouhaha mental dans le développement personnel. Je vais le formuler différemment, je m'explique. Beaucoup de gens disent des choses qui n'ont pas suffisamment vécu, en étant persuadés que cette forme de savoir, elle suffit à la personne en face pour se transformer. C'est complètement faux. Et on commence à le voir de plus en plus sur l'éducation des enfants. Tout humain apprend de deux manières. Une manière très bizarre, un peu mystique. On a de la sagesse innée, il y a des choses, on n'a pas besoin de vivre l'expérience, on sait au fond de nous. Ça peut même faire flipper parce qu'on ne sait pas d'où ça sort. L'autre manière d'apprendre, qui est à mon avis beaucoup plus importante et beaucoup plus vaste que la sagesse innée, c'est l'expérience. On a besoin d'expérimenter les choses pour apprendre, tout le monde. Si on sait marcher aujourd'hui, c'est parce qu'on a expérimenté plein de trucs jusqu'à savoir tenir sur nos deux pieds et marcher. Si on sait écrire, c'est la même chose. Si on sait compter, c'est la même chose. Tout a été fait par l'expérience. Si un commercial il sait bien vendre un produit, c'est parce qu'il a expérimenté des objections avec des clients, il s'est trouvé le bec dans l'eau. Merde, je sais pas quoi répondre. Bah ouais, c'est pas con ce qu'il dit le client. Et merde, je sais pas quoi lui dire en fait. Et c'est bien parce qu'il est dans cette situation qu'il cherche la réponse, que du coup il a la réponse, que la fois d'après, il comprend mieux son client, et même après il peut prendre les devants des objections et dire, et là vous allez peut-être vous dire, bah c'est bien gentil tout ça, mais je sais pas quoi. Et la personne en face est là, bah c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, dis donc. Ou un réalisateur de film va pouvoir se mettre à la place des spectateurs et savoir à quel moment ils vont se dire, ouais mais là il est où le méchant et là pouf il balance la séquence qu'il faut. Donc tout ça, ça vient de l'expérience. De mon point de vue, dans le développement personnel, il y a beaucoup trop de brouhaha mental qui passe pas du tout par l'expérience. Pour moi, un bon développement personnel, c'est un Montessori pour adultes. Quand je dis Montessori, c'est pas pour entrer dans des clichés soit de positivisme ou de laxisme ou autre, c'est pas du tout le sujet. Et d'ailleurs, je suis pas du tout expert de Montessori, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'est-ce qui me permet de libérer les freins, d'aider les gens à libérer les freins, à faire leurs propres apprentissages, leurs propres expériences de leur vie, leurs propres vécus,
du vrai, du concret, des nouvelles expériences. Et du coup, ils vont en tirer leurs propres conclusions de ces expériences-là. Qu'est-ce qui leur permet d'être dans du mouvement, dans de la vie bien fraîche, de l'expérience bien fraîche et pas du réchauffé qu'ils connaissent ou ils souffrent, etc. Donc pour moi, ça c'est le plus gros écueil. Trop de gens parlent sans avoir suffisamment l'expérience de la chose. Et donc je suis pas en train de dire, je suis pas en train non plus de devenir un nazi en disant ouais, faut absolument complètement maîtriser les choses avant d'en parler et tout. C'est pas ça, mais c'est assourdissant de blablabla et blablabla. Blablabla injonction, blablabla faut faire comme si, non. Et pour moi... Oui, on en trouve des accompagnants, des coachs qui donnent des bons conseils comme ça. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. C'est ça. Et les gens, ils n'ont pas besoin de conseils au global. Parfois, on a besoin de conseils. Oui. Mais de ce que je constate, les gens, ils n'ont pas besoin de conseils. Ils ont besoin de toucher plus profondément la réalité qu'ils vivent et dont ils ne se rendent pas compte. Donc la première... l'erreur numéro 1 que j'ai de mes clients depuis 10 ans, c'est que leur diagnostic de situation de vie de départ, il n'est pas bon. Mais ça, ils ne le voient pas. C'est pour ça qu'ils me consultent. Moi, la première étape, c'est de leur dire « Ah ok, toi tu fais tel diagnostic de ta situation. En fait, c'est pas ça. Regarde, il y a quelque chose. En fait, c'est ça, il y a quelque chose que tu vois pas encore, je vais t'aider à l'explorer, on va passer par là, etc. On va faire telle expérience, telle pratique pour aller rencontrer plus facilement ça. Voilà. Et où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça ? Oui, donc les gens, ils ont besoin de vrai. Ils ont besoin de vrai, ils ont besoin de sans filtre, ils ont besoin de réel, ils ont besoin de vécu solide, ils n'ont pas besoin d'informations supplémentaires, ils n'ont pas besoin de conseils ni d'injonctions. Ça, c'est un peu comme une religion, finalement. Enfin, je fais une caricature encore une fois, mais c'était un peu le but des religions avant. Hein. On nous disait quoi faire, quoi pas faire, etc. Bon, on voit collectivement que ça nous a pas rendus heureux. Donc ce diagnostic, c'est la base de tout, en fait. C'est un diagnostic objectif et donc c'est ça le fondement de la réussite de tes accompagnements, en fait. C'est d'être au plus juste. C'est ça, c'est au plus juste parce que en vrai, je suis pas objectif et je le serai jamais. Mais j'essaie d'être au plus réel, au plus proche de la réalité. Je serai jamais sur la réalité comme elle est. C'est un absolu qu'on peut pas toucher. Par contre, on peut. C'est pas parce que c'est un absolu que faut faire tout et n'importe quoi ou du flou. Plus on va être proche de cette réalité, plus ça va être transformateur pour la personne. Donc, sur la motivation de la personne, sur les peurs de la personne, sur les forces de la personne, sur les talents de la personne, sur les expressions de la peur de la personne. Il y a une espèce de peur de fond et en fait elle va se retrouver dans plein de sujets, la sexualité, l'argent, les projets, la relation amoureuse, la gestion du temps et de son agenda. Et on peut se dire tiens, c'est des sujets séparés, ah j'ai un problème de temps et ah j'ai un problème de sexualité et tout. En fait c'est la même racine. Donc moi ma spécialité c'est que depuis plus de 10 ans, je sens quel est le sujet de fond qui lie plein de problématiques et je constate que les gens en général ne voient pas ce sujet de fond. Ils font pas le lien entre les sujets et ils voient pas plus profond que ces sujets-là. Et là, je peux pas m'empêcher de faire une petite digression, on va dire plutôt spirituelle. Cette notion de réalité, de justesse, etc. Est d'autant plus... n'est pas objectif, d'autant plus que la réalité, elle est, à la limite, elle est propre à chacun, quoi. On a chacun notre réalité, et il n'y a pas une réalité. Voilà, ça c'est quelque chose dont moi je suis convaincu.
C'est-à-dire qu'il y a d'une part, ce que je veux moi, c'est quoi le bonheur pour moi? Chacun a sa propre définition. Et en plus, la réalité de ce que je vis, elle n'est pas la même que celle de mon voisin, quoi. Voilà. Complètement. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus, je dirais que donc la réalité, elle est propre à chacun. Mais en vrai, on passe notre temps à ne pas rencontrer notre réalité. On reste sur de la superficie. C'est pas péjoratif, c'est pas un jugement, mais il y a des moments où, à rester sur cette superficie, ça nous fait souffrir. Par exemple, quelqu'un qui hésite à déménager d'un endroit à un autre et qui sait pas c'est quoi ta réalité. Au fond de toi, la vérité c'est quoi? T'as envie de bouger, t'as pas envie de bouger. La réalité c'est peut-être, là maintenant, en fait en vrai, je suis paumé et j'en sais rien. Boum! Ça c'est la réalité. Déjà ça va soulager quelque chose. Et peut-être que la personne en vrai, au fond du fond, elle sait qu'elle a envie de bouger, mais elle a peur. Donc du coup, comme elle a peur, elle n'a pas tellement accès au fait qu'elle a envie de bouger. Il faut réussir à traverser l'espèce de nuage de peur pour accéder. Et on passe notre temps à pas voir vraiment notre réalité. Vraiment ce qu'on ressent. Un exemple très très frappant, et je peux proposer quelque chose aux auditeurs et auditrices. Ah, avec grand plaisir. C'est que si on regarde BFM TV, TF1 et qu'on lit des ouvrages de psycho, on peut se dire l'être humain il est mauvais. Il est mauvais, il est con, puisque là où il habite, il le casse. Et du coup, la biosphère elle est en train de partir en vrille. En vrai, on est destructeur dans l'âme. Moi, je connais des gens qui m'ont dit de façon très convaincue, en paraphrasant Rousseau, disant que l'homme naît mauvais et que c'est la société qui le rend meilleur. Moi, je suis juste convaincu du contraire. Mais... Et du coup, moi, je trouve ça vachement intéressant comme constat. Ce que je propose, c'est ok, en vrai, au fond de toi, c'est quoi la réalité? Quand vraiment tu vas voir à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu trouves comme réponse? Qu'est-ce que tu trouves comme réalité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc je suis pas en train de dire, je suis pas en train de vous dire oui c'est vrai, oui c'est faux, oui faut penser comme ça ou je sais pas quoi. Là on est dans du conseil qui sert à rien et du blabla. Non, c'est si à un moment tu vas en avoir le cœur net, si tu trouves que le monde est moche, si tu trouves que les gens ils sont méchants et compagnie et que tout part en couille, pose-toi, prends le temps, quitte à te prendre une semaine en montagne, alors ça fait peur et il faut oser le faire, va voir à l'intérieur de toi et tant que tu n'as pas la réponse, la réalité qu'il y a au fond, continue. Et c'est ça que j'appelle toucher la réalité. Et en fait, quand on touche ça, bon sang, mais comme la vie change, comme ça soulage, comme ça change tout. On voit plus la vie de la même manière, on n'interprète pas les événements de la même manière parce on interprète les événements à partir d'une réalité plus profonde, qui est beaucoup plus réelle que ce qu'on croyait avant. C'est ce que les gens dans la spiritualité tentent, tant bien que mal, de partager avec des mots qui peuvent être mystiques, assez imbuvables, mais c'est ça qu'ils essayent de partager au fond. Quand c'est pas du fake. Il y a des gens de spiritualité qui parlent, c'est pareil, c'est du blabla, c'est pas du vécu. C'est pour, c'est pour attirer l'amour des autres, faire l'intéressant, je dis ça avec beaucoup d'amour, mais ça peut être ça. Dans ce cas-là, voilà. On parle beaucoup d'authenticité, d'incarnation, etc. Donc moi, ce que j'entends dans ce que tu viens de nous partager, c'est que, oui, ça semble être la base, c'est-à-dire ne pas prétendre apporter quelque chose dont on n'a pas la maîtrise, quoi, dont on n'a pas fait l'expérience, en tout cas. Ce que je disais tout à l'heure, que tu progresses toi-même en même temps que tu proposes des accompagnements,
Et c'est tout à fait ça, quoi. Moi, j'ai même envie de dire que un bon accompagnant, c'est un accompagnant qui assume qu'il ne sait pas tout et qu'il est même prêt à dire qu'il va progresser et apprendre en même temps que ses clients. Voilà. Donc je te remercie beaucoup d'avoir dit ça. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des choses que je voulais aborder avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais eu envie de dire et pour laquelle je t'ai pas posé de questions? Juste partager le fait que derrière ce qu'on croit être la vie, en réalité c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus incroyable, beaucoup plus touchant, beaucoup plus plein d'amour que ce qu'on a pu croire. Et ce qui est difficile, c'est que tant qu'on n'a pas vécu comme des petites trouées dans la vie normale, où on sent que la vie c'est un peu plus vertigineux que ce qu'on croyait, et c'est je passe du coq à l'âne, mais c'est la même idée. Les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente racontent, pour la grande majorité, qu'ils vivent un amour de dingue et qu'ils n'ont pas envie de revenir dans leur corps, entre guillemets. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tension. Tout est libéré infiniment. C'est comme infiniment ouvert et on baigne dans... C'est un peu bizarre ce que je dis, mais on baigne dans du bien-être, on baigne dans de l'amour, on baigne dans de la bienveillance, etc. C'est génial. Et quand on n'a pas vécu des petites trouées comme ça, sans faire une expérience de mort imminente, mais quand on n'a pas vécu des petites trouées comme ça, où on voit que la vie, c'est beaucoup plus d'amour que les autres, c'est beaucoup plus d'amour que soi-même, c'est beaucoup plus d'amour que les animaux, c'est beaucoup plus d'amour que la matière, c'est beaucoup plus d'amour qu'un projet, c'est beaucoup plus d'amour, bref, que tout est beaucoup plus d'amour que ce qu'on croit. J'ai trop de compassion pour les gens qui n'ont jamais vécu ça et qui pensent que la vie, c'est métro, boulot, dodo et galérer. C'est dur, ça fait partie de la vie, mais la vie, c'est pas ça in fine. Et ça veut pas dire que si on galère, on est nul et qu'on n'a rien compris. Sinon, moi aussi, je suis nul et j'ai rien compris. Ça m'arrive. Chaque semaine, ça m'arrive. Mais au fond, c'est beaucoup plus beau que ce qu'on a l'habitude d'en vivre. Et justement, le travail sur la réalité de nos motivations, nos désirs, sur comment on fonctionne, comment on est heureux et nos peurs, ça mène à vivre une vie beaucoup plus le cœur ouvert, éclatante, passionnante, dingue, mémorable pour soi-même, où on se dit mais la vie c'est tellement dingue, c'est tellement un cadeau de fou que je comprends même pas que ça existe en fait, tellement c'est dingue. C'est ça que j'ai envie de partager aux gens. Eh ben merci Pierre. On va se quitter sur ce beau message. Où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te trouver? Si on veut se rapprocher de toi, comment on fait? On peut me trouver sur Facebook, sur mon profil avec mon prénom et mon nom, donc Pierre Mézières, P-I-2-R-E, plus loin Mézières, comme la ville Charleville-Mézières. Voilà. C'est essentiellement là qu'on me trouve. Je n'ai plus de site internet, faut que je le refasse. Ouais. Très bien. Des projets à moyen, long terme? Oui, refaire mon site internet. Écrire un livre qui me hante depuis des années, dont j'ai très envie d'écrire depuis des années, mais où il fallait de la maturité et du vécu à transmettre, à partager. Et je réfléchis. Et à terme, travailler en équipe avec d'autres gens, en réseau. C'est-à-dire pas des gens qui travaillent pour moi, mais des gens qui sont à leur compte aussi, qui ont une philosophie connexe à la mienne, une approche très différente, pour laquelle les gens, les clients, pourraient arriver dans un univers commun et choisir ce qui leur convient le mieux. Ça me plairait énormément.
Formidable. Merci Pierre. Merci beaucoup Philippe.